I mean, it's strange. It's strange to me too. But we talking about practice, man. We're not even talking about the game, the actual game, when it matters. We talking about practice. Salut à tous, bienvenue sur Symbiose, bienvenue sur ce premier podcast post-draft, le fameux draft récap comme chaque année. Et le premier, on va sur une équipe qui n'a pas pick en loterie, on va sur une équipe qui a pick en 23. On est avec les Hawks, comment ça va? Hello. Ça va très très bien. Hein. C'est pas faux ce qu'on disait en 2017. Quand t'as un bon GM, tu fais des nuits plus tranquilles. C'est ça, et je suis aussi joint du coup de Damien et de Axel. La team Symbiose n'a jamais été aussi présente. C'est vrai qu'il y en a beaucoup là. Ouais. Bah, peut-être que Shaim revient courant juillet, donc peut-être qu'on entendra la voix suave de Shaim qui est actuellement au Vanuatu en train de se dorer la pilule, comme d'hab, pendant que nous on a juste trop chaud. Et pour attaquer, je pense, le podcast, on voulait revenir un petit peu sur la nuit de la draft des Hawks qui avait le pick que je me souvienne bien. Alors on avait le 13 et le 22. C'est ça. Le 22, on l'a bazardé quelques jours avant la draft. Enfin, non, 24 heures avant la draft, pour récupérer le contrat de Kristaps Porzingis, expirant, un trade, ma foi, très intéressant. On balance Georges Niang et Terrence Mann. On n'est pas là pour parler de ça, mais on a perdu un pick en le valorisant pas mal. Après, KP aussi, on va en parler quand on parlera du joueur qu'on a sélectionné, mais voilà, il y a une certaine logique. Et du coup, on s'est retrouvé avec le pick 13 au début de la draft, au début de la soirée de draft. C'est ça. Et moi, pour la draft Q-Basket, si je me souviens bien, on avait vu des tweets, je ne sais plus la source, comme quoi en 13, les Hawks avaient beaucoup d'intérêt, d'attache pour un certain Asa Newell, joueur du coup de Georgia. Je pense qu'on peut peut-être faire son profil physique. Axel ou Damien, quelqu'un veut le faire ou je le fais? Pas les chiffres là, mais je les ai à peu près en tête. J'avoue que j'ai pas les chiffres. J'ai pas les Ouais, je chiffres. vous en prie. Si tu veux juste qu'on explique vite fait, parce que Ouais. on avait, il y a une rumeur comme quoi on lui aurait promis de le prendre. Quand on avait encore le pick 13, il s'est passé un petit truc, 3 fois rien. Les Hawks ont reculé 10 places en arnaquant une fois de plus Joe Dumars. Il est sénile, le vieux. Il faut qu'il prenne sa retraite. Et du coup, on a récupéré le pick 23 et très probablement un top 5 de l'année prochaine. Enfin, Oui, un pick qui n'est pas protégé, on rappelle. Ce qui Ouais, est dans ça. NBA actuel très rare. Et puis surtout, Terrorisme. quand on voit le projet des Pels, là, Et puis, le gif qui se frotte les mains, là, vraiment. Et puis le pick est particulier parce que c'est pas un simple pick, c'est un swap. On reçoit un pick qu'on a le droit de swapper. Donc soit c'est le pick de Nola, soit on peut prendre une Nola et décider de le swap avec celui de Milwaukee en fonction de la loterie. Parce que possiblement, on verra, ça se trouve, ils vont nous faire mentir. Mais là, la trajectoire que prend actuellement Milwaukee n'est pas non plus incroyable. Possiblement, on se retrouve avec 2 chances dans la loterie de monter top 4. Et dans ce cas-là, on verrait lequel on récupère le plus haut à ce moment-là. Donc c'est virtuellement peut-être un des meilleurs picks de l'histoire de la NBA dans le côté swap avec 2 hauts choix, quoi. Ouais, c'est vrai. Et quand on voit la prochaine draft, c'est plutôt tout appétant. Alors pour les mensurations, faut que je regarde exactement parce qu'il était annoncé 6-11 en début de saison, je crois, à Newell. Ce qui est, on va se mentir, ce qui est plutôt fou, et je crois qu'au final, Il est 6'9", non? c'est J'ai cru 6-9, voir. ouais, ce que j'ai cru voir. Avec 6-11 de wingspan, mais en fait j'ai noté ça sur le doc, j'ai juste pas lu. 6-9 du coup, 6-11 wingspan, en termes de poids, c'est ça. 19 ans du coup, je sais plus quand il va avoir 20 ans, mais il reste assez jeune. Et c'est un joueur du coup qui vient de Montverde, parce que Montverde a tous ses joueurs draftés. Si je me trompe pas. Non, en fait, j'ai menti. T'as Derrick Parce qu'il Queen. reste le meneur, il reste Rob Wright, non? Ouais. Ouais, et Là, Kurt d'ailleurs, Warner. j'avais une question, Damien. Est-ce que Montverde, la saison de l'équipe de Montverde, c'est pas la meilleure équipe high school de l'histoire de la high school? Celle avec Azanewell et tout? Bah, ouais, c'est 35-0, c'est ça? Ouais, je sais pas, parce que t'avais quand même il y a encore quelques années où t'avais du Scotty Barnes, t'avais tout le monde là en fait qui était
qui était dans l'équipe. Donc Kyle c'est aussi, je me souviens. c'est une des meilleures. Et d'ailleurs, ça me fait rire quand Derrick Quinn dit que il sait pas si une équipe high school a déjà eu 4 joueurs draftés au premier tour, alors que son propre lycée en a eu quelques ans auparavant. Donc c'est assez marrant d'entendre ça. Mais en tout cas, c'est une des plus fortes. Elle a été vachement impressionnante. Bah, 35-0, je crois que la moyenne de marge, c'est 20 points. Si j'ai regardé il y a pas longtemps. Ils en encaissent 50, ils en mettent 80. Ah, mais Donc, ils perdent C'est pas un trop. match de la saison. Et la line-up, pour ceux qui ne savent pas, du coup, c'est Rob Wright, Derek Quinn, Cooper Flag et Asa Newell, si je ne me trompe pas. Et Donc, McNeely. Et McNeely, c'est ça. McNeely, ouais. Donc, on est en début de saison. Tu regardes, je pense, tous les noms. Ils sont tous rankés au moins minimum. Peut-être Rob Wright, celui qui est le plus bas. Et encore, je pense que c'est tous des recrues minimum top 50. Et bon, Cooper Flag, c'est Cooper Flag. Hein, donc, Forcément, on quand est tu sur l'équipe l'as. quand même, parce qu'on en parlera peut-être un petit peu sur le profil en high school qui est un peu tout défoncé. Et je pense qu'elle est en tout cas dans le débat des meilleures équipes high school de toute l'histoire. Ah oui, sûr. Voilà. Voilà pour les mesures. Pourquoi Georgia? J'ai regardé un petit peu. C'est parce qu'en fait sa grand-mère travaillait à Georgia. Sur le background, j'ai pas trouvé grand-chose sur le joueur. Il avait des offres de Bama. Pardon? Il me semble qu'il est né et a vécu ses premières années à Atlanta d'ailleurs, Ouais, c'est ça. J'ai vu ça. avant de partir en high school ou peut-être avant en Floride. Donc C'est ça. le fait que sa grand-mère soit autour de Georgia, c'est normal. Ouais, puis Georgia, Atlanta, c'est pas loin. Et puis là, il va aux Hawks. Donc bon, il va pas beaucoup voyager. Le Mais mec, c'est bien, je pense que c'est aussi important de rester proche de sa famille. Du coup, il le fait, lui. il a vu 2 États limitrophes de toute sa vie en tant que basketteur. Donc Ça. c'est cool. Vous savez, il va voyager avec les Hawks. La NBA, normalement, tu voyages un minimum. Comment on fait? Est-ce on va un peu sur le profil high school et ensuite sur le passage NCL, passage FIBA. Quand vous voulez qu'on organise ça, les gars. On peut faire comme ça, ouais. Ouais. Après, le profil, pour moi, il n'a pas beaucoup changé. Quand tu Non. regardes le high school, quand tu regardes peut-être le FIBA, c'est un peu plus différent. Mais en fait, quand on regarde juste les play types, si on prend un Georgia, 19% de cuts avec un 1,4 points par possession, 83e centile, pas dégueu. Putback, 18%, avec 18% du temps, pardon, donc le deuxième en dessous. 84 au 84e centile, 1,3 points par possession, qui est très bon. Et en fait, si on regarde effectivement Montverde, c'est la même chose. 22% de cuts, 25% de rebonds offensifs, avec des centiles un peu moins bons. Et en high school, c'était le 97e centile en transition qui est impressionnant. Et si on regarde Georgia, je crois que les transitions, on est sur 95e centile en transition. Donc on est presque à 1,5 points par possession en transition. Donc en termes de plays, c'est pas un joueur qui a beaucoup changé en termes de contexte. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que Georgia fait une bonne saison cette année. Ça faisait 3 saisons que l'équipe était un petit peu pas affreuse, je dirais un peu dans le mou. Et cette année, c'est une. Pardon? Je disais, depuis Anthony Edwards, il n'y avait pas grand-chose, quoi. Ouais, c'est vrai. Depuis À peu près, 3 ans. Ouais, c'est ça. être grossier. Pas de Ouais, grossier cette en année, termes tu vois, il de récupère des timeline. bons joueurs. Ça Ouais, récupère l'équipe aussi, était pas mal, ouais. Cyril Somto. Ça manquait quand même de shoot, je pense, et d'un vrai meneur. Mais sur le papier, il y avait une équipe plutôt intéressante. En fait, la saison, elle est pas non plus. Elle est pas folle, mais elle est pas dégueu. Ça finit dans le top 30 des défenses NCA, avec une défense assez physique, à beaucoup d'impact. Et je sais pas, est-ce que quelqu'un veut commencer sur le profil? Bah, on peut y aller, mais Ouais, vas-y, je t'en prie. Hein. pour Parce faire que sinon, simple, tu voulais dire? j'allais dire parce que sinon on va jamais y arriver, on s'attend tous les deux là. Non, bah je pense que pour commencer, on peut parler déjà d'un poste 4-5 sa qualité première, on va dire défensivement, ça va être sa polyvalence, sans être un rim protecteur de génie. Il n'avait pas de grosses stats là-dessus cette année et puis même auparavant. C'est un défenseur assez polyvalent qui a une bonne taille pour garder pas mal de joueurs.
pas mal d'anticipation aussi en défense, ce qui l'aide vraiment à garder certains extérieurs sur quelques séquences. Hein. Ça va pas être non plus un, un intérieur qui va pouvoir sortir tout le temps. Mais ouais, défensivement, je dirais ça en premier. Je sais pas si vous voulez rajouter un truc là-dessus. Je trouve qu'il a peut-être à moi des problèmes au rebond défensif. Mm. Je trouve que beaucoup, on en parlera peut-être en offense, c'est un énorme rebondeur offensif. En défense, j'ai un peu plus de mal. Par contre, effectivement, il y a des séquences où il est long, il est mobile. Je trouve qu'il a des plutôt bonnes mains. Quand on regarde les stats en termes d'interception, en termes de stock, faut que je regarde ça. Où est-ce que je l'ai noté? Je ne sais plus. Mais en termes de stock, c'était assez solide. Je regarde ça vite fait, hein, si ça vous dérange pas. 32 styles, 31 blocs. Faut que je Ouais, mette t'as 2 stocks à peu près un style par match, un bloc, Ouais. c'est ça, deux stocks par match. Pour un joueur qui C'est joue honnête, 4, un joueur qui joue 5, c'est Honnête, assez honnête. Pour un joueur qui jouait beaucoup aussi dans l'équipe et qui avait vraiment un peu ce rôle de big traditionnel. Ce qui n'a pas forcément été son rôle pour le coup à Monteverde. C'est plus en attaque où il a retrouvé un rôle, mais en défense, on l'a vu un petit peu sur drop, on l'a vu un petit peu sur edge, on l'a vu un petit peu dans tous les styles de jeu. Moi, je l'aime beaucoup sur des défenses assez agressives. Je pense que sur drop, il est bon, mais il n'a pas forcément la longueur non plus pour être très efficace. Je trouve que physiquement, il pourrait encore prendre sur le haut du corps parce qu'il est quand même encore assez fin. Et j'avoue que quand je vois des gens qui disent qu'il peut être 5 en NBA, j'ai un peu plus de mal avec ça. Je pense que pour le coup, c'est un 4, mais on va le dire après. Je pense qu'il va être justement très bien aux Hawks et je le voyais dans peu d'équipes en tant que poste 4. Peut-être Hawks, Nuggets, tout ça, mais je voyais pas forcément beaucoup d'équipes. Tu vois, tu me disais à Charlotte. Je le voyais plus en poste 5 à Charlotte, par exemple. Mm. Qu'est-ce que j'ai mis? Mais ça c'est plus en attaque. Non, en défense, c'est, je pense, un très bon défenseur NCAA. Je pense que ce sera un bon défenseur NBA, mais c'est un défenseur, je pense, qui va beaucoup dépendre en fait de son équipe. Je pense pas que c'est un défenseur qui va te faire changer de dimension en défense. Par contre, c'est un ajout intéressant et quand on voit en fait les ailes, quand t'as des mecs comme Zachary Zaché et Dawson Daniels sur les ailes, tu rajoutes encore quelqu'un qui est assez mobile et qui peut couvrir un bon terrain avec des bras très longs. Je pense qu'effectivement, c'est assez intéressant. Mais je vais peut-être un peu trop vite parce que ce sera après sur la question du poste et du fit. Je ne sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter sur sa défense. Oh, bah, il est très mobile hein, pour sa taille. Même latéralement, il est assez rapide, encore une fois, pour sa taille. Donc après, avoir en NBA, ce que ce sera plutôt en poste 4. Parce que bon, 5, ça paraît, comme tu l'as dit, j'espère, un peu complexe. Mais il commence sa saison en tant que Du moins au 6-11, début, il finit quoi. en tant que 6-9. Ouais. Effectivement, Ouais. on est plus sur la même mensuration. 6-11, tu vois le poste 5, 6-9, tu vois moins le poste 5, je pense aussi. Ah ouais, c'est ça. Même si le Peut-être signing par reach est bon. séquence, mais ouais, voilà. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui monte vite, mais c'est pas quelqu'un qui monte haut. J'ai trouvé ça surtout en attaque. Mm. Je trouve que athlétiquement, tu vois, moi je me rappelle d'un compte, c'était un compte contre Edgecombe à l'époque en high school qui était assez impressionnant. Et il a tendance effectivement à être assez vertical, mais plus à monter vite qu'à monter haut. Et ça, du coup, c'est peut-être un problème, je pense, pour sa défense. Mais sinon, je trouve que c'est pour un pick 23, en tout cas, ça reste un très bon défenseur, parce qu'on parle d'un joueur qui, du coup, qui a été pris hors loterie. Mm. Est-ce qu'on peut parler un petit peu du contexte offensif? Ou vous voulez rajouter des choses? N'hésitez pas. Non, Hein. mais en fait, ouais, c'est ce que je veux dire, c'est que ça va pas être ton défenseur qui va te faire changer ta défense. Mais par contre, ça va être un très bon ajout dans ta défense collective. Ça va être, comme on a dit, long, mobile, surtout à côté de joueurs comme Rizaché et Dyson Daniels. Ça va être vraiment un ajout assez intéressant, tu vois, sur des défenses, sur des pick and roll pour venir aider ou sur des transitions, sur tout ça. Ça va vraiment être un atout en plus sans être un protecteur de cercle et une encre défensive importante. Bah c'est ça, en plus il y avait Capella au Hawks, si tu me dis là, t'as un pick and roll et t'as Dawson Daniels au porteur de balle
tu as Zachary Zaché pas loin, et en weak side, tu as Azanuel. C'est ça. Tu commences à couvrir effectivement beaucoup de terrain, et tu commences à avoir beaucoup de gens qui sont assez disruptifs sur les lignes de passe, et qui peuvent en fait totalement, je pense, casser ton attaque. Quand une attaque, je pense, pour, je sais pas, je prends les Wizards avec une attaque assez rapide. Désolé, désolé, je retire sur les Wizards. Mais Non, tu vas ça va aller. peut-être avoir des séquences ou des matchs en fait qui vont être pas beaux à avoir parce que les Wizards vont avoir beaucoup de mal à attaquer. Et ça va être des possessions longues, très demi-terrain. Un jeu par exemple que les Wizards n'ont pas envie d'aller. Là où les Hawks pourront être bons. On parlera un petit peu aussi de la pace des Hawks parce que du coup la défense amène l'offense. Mais j'ai pas les stats défensives des Hawks cette saison. Faudrait que je regarde. Je sais pas si quelqu'un les a. Tac, tac, tac. Nos stats défensives étaient pas bonnes. Comme d'hab. On peut 19 pas- sur 30, je vois, sur le rating. Ouais, mais on a un tellement haut pace, hein, parce qu'on est troisième en pace, qu'en fait, on est vraiment une des pires défenses. On est une équipe qui prenait des valises de points. Pour ceux qui ont vécu ça, il y a des matchs contre Indiana qui étaient sacrément surprenants en termes de total de points atteints. Mais ouais, on joue vite, on défend mal, et donc c'est compliqué. Ouais, effectivement, je regarde, il y a certains chiffres qui sont pas foufou. Mais je sais plus si c'est vous qui prennent 150 par Indiana. Non, c'est pas les Wizards, justement. Wizards. Il y a, Ouais, ouais, il y a une équipe qui en prend beaucoup. Ou les Raptors. Les c'est- Wizards, Ah, les je Wizards sais, d'Indiana des tiens. dernières années sont. Il y a un overtime contre les. Attends, je vais regarder. C'est quand Voilà, le 160 points, là? On est proche de Il y 160 points. avait, il y avait Westbrook, je crois, de mémoire. Ouais, non, Thunder. c'était pas nous. Non, c'était la saison dernière, pardon. Qu'on faisait des folies contre les Pacers. C'était pas cette année. Non, cette année, on a eu une folie contre New York. Où c'est parti en overtime. Bah, perdre contre... 148-149. Et sacré match. Ouais. Après overtime, donc bon. Ouais. Non, pour revenir, je pense on peut parler un petit peu, je pense, ce qui va être intéressant, c'est défensivement, je pense que on peut peut-être faire défensivement le fit, peut-être, c'est le plus simple, je pense, et ensuite offensivement le fit. Défensivement, moi, c'est là où j'ai le plus de questions, en fait, parce que du coup, là, il y a Porzingis, il n'y a plus Capella, il y a Okongwu. Est-ce que, je vous pose la question à chacun de vous, est-ce que vous voyez un duo sur le terrain avec Okongwu pour Newell, ou c'est vraiment le backup big energizer dans une sorte de small ball, sachant que les Hawks jouent à la plus haute pace? Ouais, ça peut être intéressant dans le sens où je pense qu'avec Trey, ça peut matcher. Notamment quand on a parlé du fait que Newell en transition, c'est quand même un mec qui est vraiment rapide pour sa taille. S'il fait que au rebond offensif, il est intéressant. Après, ouais, j'ai les mêmes questions par rapport au fit. Parce que est-ce que t'en fais? Est-ce que tu le fais jouer plutôt 4 en seconde unit? Du coup, si je dis pas de conneries, tu mets Jalen Johnson en titu et après derrière, t'as pas grand monde. T'as Mohamed Gay actuellement qui est Ah, t'as 4-5. Gay, ouais. Et du coup, on a Okongwu, Porzingis sur le poste 5. Johnson, Newell, poste 4. Ouais. Parce qu'on on va parler directement. Newell, s'il joue pas 5, il joue 4. S'il joue 4, il shoot. Donc il shoot. Alors, Actuellement, Je pense faut forcément qu'il shoot. Ouais. bah, Ça, pour quand moi, c'est même. une des questions de son profil. Il y a un truc que j'aime énormément, je sais pas, ça m'a l'air un petit peu flou la manière dont on fait le truc, mais il y a un truc que j'aime énormément chez Hassan Newell dans un contexte Atlanta, c'est que on s'est rendu compte ces dernières années que pour Trae Young, on a besoin de meneurs, d'intérieurs qui sont capables de monter sur pick and roll, qui sont capables de faire autre chose que du drop. Capella, c'était sa grande limite. C'est ce qui fait que quand il y avait un pick and roll 1-5 et que c'était Trae Young et ou même 2-5, parce que Trae Young, des fois, il était mis sur le moins bon extérieur adverse, mais même un mec qui s'est posé la balle, il y a un 5. Directement, Trae Young était vachement isolé, se faisait vachement cook, parce que Capella était obligé de défendre en drop. Et le fait, au Congo, c'est moins le cas. Jalen Johnson, c'est pas le cas. Le fait de rajouter un autre mec qui a une bonne mobilité sur les postes intérieurs pour pouvoir venir
en couvrir pour pouvoir venir edge, pour pouvoir voilà, intervenir au large et défendre le pick and roll. Pour moi, c'est très intéressant au niveau de. Et c'est ce que je vois chez Newell, parce que moi, ce que j'apprécie, c'est que c'est un intérieur qui est mobile. C'est pas un freak, c'est pas un athlète monstrueux, c'est pas un mec verticalement fou, mais c'est un mec qui est capable de faire ce qu'il faut pour défendre, pour naviguer, pour venir aider son meneur. Et puis aussi, ce que j'aime bien en défense, c'est que pour moi, c'est pas un immense helper défenseur de cercle. C'est pas un mec, c'est pas un Porzingis, quoi. D'être venu, d'être abouti. Il me semble qu'il est genre à 29% sur la saison à 3 points et 33%, je crois, sur la deuxième partie de saison. Donc c'est un petit peu mieux, mais ça reste assez faible. Ce que j'aime bien par contre, c'est qu'il a pas peur de shooter. Il prend un certain volume. Je sais plus si c'est pas 3 tentatives de 3 points par match. Il y a 2,7. Il y a 2,7 sur la saison, ouais. Donc c'est mine de rien un échantillon qui montre que il peut le faire. C'est pas un truc, il a pas peur, il a pas de blocage. Sa gestuelle fonctionne, il a 75% lancé. Il a un peu le baggage d'un mec qui va devenir OK à 3 points. Et si Hassan Newell devient OK à 3 points, ça devient encore plus intéressant en termes de joueurs de rotation et en termes de mecs pour apporter un collectif. Ça sera jamais une star. Mais j'aime énormément tout ce qu'il peut apporter dans un peu tous les compartiments du jeu. Il y a vraiment ce côté un peu 4 moderne, dans le sens, enfin, remoderne, parce qu'on a eu le moment où on faisait jouer des ailiers. Là, on a compris un petit peu que la longueur, c'était important. Au-delà du fait que la NBA, maintenant, c'est beaucoup de Twin Towers avec une licorne et un pivot. On a besoin de mecs qui sont capables d'être grands et mobiles sur le poste 4. Et lui, il rentre pas mal, je trouve, dans cette ce nouveau virage qu'a pris la NBA vis-à-vis de la construction collective et notamment de l'équilibre intérieur. J'ai fait un tunnel, je suis désolé. Ouais. En Non, fait, mais, vas-y Damien, pardon. non, mais par rapport à ce que tu as dit, là où moi j'aime bien le fit avec Hassan Newell, et c'est là où je suis content d'avoir ramené Porzingis, c'est que d'avoir un mec qui derrière va pouvoir protéger le cercle en défense, c'est très bien parce que Hassan Newell ne va pas être un grand protecteur de cercle à proprement parler. Comme tu disais, en fait, ça va être un très bon ajout, un connecteur défensif. Ça va être sur les pick and roll, ça va être sur les lectures, sur les défenses à l'opposé, ça va être embêter le drive du guard adverse. Et en attaque, par contre, ouais, le shoot, ça va être la grosse question. Ça tombe bien, Porzingis est un intérieur qui va pouvoir stretch. Donc l'avoir à côté d'un joueur comme Porzingis, savoir comment se passent les rotations, mais c'est, je pense, la meilleure chose qui puisse arriver pour Hassan Newell parce qu'en fait, les deux se complètent assez bien en termes de qualité et de défaut. Mais par contre, pour qu'il existe des années en NBA, oui, il va falloir que le shoot se développe un peu plus, on va dire. Donc du coup, en gros, ce que je comprends de ce que vous dites là, c'est qu'il existe défensivement uniquement que quand il y a Porzingis sur le terrain. Quand il y a un protecteur de cercle, je pense. Imaginons que je mette Okongwu, Hassan Newell, ça vous dérange pas sur le terrain? Ça me dérange pas. Tu switch, mais tu pars du principe que Newell, il va améliorer. Enfin, il me semble qu'au Congo, cette saison, il a shooté un peu à 3, je crois. Ouais, Là, ça fait 2 saisons que c'est un peu Ouais, le cas, mais ouais. c'est pas non plus fantasmagorique, quoi. Bah, c'est pas Porzingis. Ouais, Loin de tu là. pars du principe que pour une seconde unit, tu prends les deux et puis tu mixes En fait, un moi, truc. le problème que j'ai, c'est qu'avec Porzingis, je trouve que ça aime beaucoup mieux l'attaque, mais je suis pas forcément hyper fan de la défense parce que Ouais. Porzingis, c'est-à-dire que tu mets le poste 5 et j'ai pas envie de le voir plus de 10 minutes poste 5, à la limite, si vraiment tu joues très vite et tout ça. Et je préfère dans ce cas-là la line-up avec Okongwu en défense, mais je l'aime moins en attaque. Du coup, je suis toujours un peu partagé sur en fait comment Coach Snyder va essayer de répartir ses minutes, sur à quel point en fait il voit le rôle de Hassan Newell, et en même temps je me dis il a réussi à faire jouer Derek Favors poste 4 à côté d'un Rudy Gobert, sachant que Derek Favors c'est pas un joueur qui a vraiment eu un shoot, même si sur la fin il commence à shooter. Donc je me fais pas de soucis. Et je pense qu'on peut parler un peu d'attaque parce que pour moi j'ai pas envie que ce soit non plus un joueur qui prenne plus de 3 tirs à 3 points parce qu'en fait c'est pas son jeu. Je trouve que ce serait quand même réduire un petit peu son jeu, et c'est un truc que j'avais fait en disant j'ai peur que du coup ça vienne une sorte de Marvin Bagley où on l'oblige à s'écarter, sachant que c'est un joueur qui ne s'est jamais vraiment écarté. C'est un joueur qui a toujours joué avec en fait beaucoup de ball handlers. On en parle à Monteverde,
c'est toujours un joueur qui a joué avec des mecs comme Derek Quinn, des Cooper Flag, toujours plein de joueurs comme ça. Là, il arrive par Trae Young, qui est un joueur héliocentrique. T'as Dyson Daniels, je pense, qui va demander beaucoup plus de responsabilités balle en main. T'as des Rizaché qui peuvent jouer on-ball et off-ball, pour l'instant plus off-ball, mais qui vont peut-être commencer à avoir quelques séquences on-ball sur des séquences off-screen, tout ça. Et c'est un joueur qui peut exister, surtout dans une attaque qui a énormément de dynamisme. Mais j'aurais du mal à me dire qu'en fait, Tyson Newell, ce sera toujours un poseur d'écran et qui va toujours faire du pick and pop. Je pense que c'est un peu réduire son jeu et au contraire, c'est un peu le brider. Et voilà, mais après, c'est vrai que les indicateurs sont bons. Quand tu regardes ses lancers francs, il a toujours eu des bonnes stats. Et là, il a 77, il est près de 80%. Ça reste bien. Il a des bons touchés. Le problème, c'est que le 3 points, à part le match peut-être contre Kentucky, où l'on met 3 dans le même match, bah, il n'a jamais été vraiment très régulier. Et du coup, est-ce que tu le fais jouer comme un 5 traditionnel type NCAA Georgia? Mais du coup, effectivement, tu mets qui sur le terrain? Dans ce cas, avec Porzingis, ça marche parce que Porzingis va écarter. Et du coup, en fait, c'est Tyson Newell qui va prendre les lobes de Trae Young et qui va faire le taf au rebond offensif, plus avoir tous ces séquences dans une dunker spot. Et là, ça me plaît. Mais avec Okongwu, j'ai un peu l'impression que du coup, tu vas te perdre dans la zone short roll, voire dunker spot. Pas ce que vous en D'accord. pensez. Parce que là, en plus, genre, si admettons tu veux mettre Newell avec Porzingis, du coup après tu mets enfin, parce qu'il y a encore Rizaché, il y a Johnson, il y a. Bah, c'est plus la line-up, c'est pas les titulaires, tu vois. Disons que titulaire, Ouais, je pense oui, que c'est j'entends, Trae mais Young, je sais Dyson, Rizaché, Johnson, Okongwu. Ouais. Tu fais rentrer Porzingis, du coup, et Newell. T'as des mecs comme Luke Kennard qui vont alterner, peut-être, ça dépend avec Dyson Daniels, si tu veux un peu plus de shoot, moins de défense. T'as aussi des Nickel Alexander Walker qui peut être sur des séquences où tu vas lui dire de Courte, ouais. défendre à fond. Mais effectivement, et aussi le problème que j'ai avec Atlanta, c'est que Buffkin, je crois pas forcément en un joueur qui va prendre beaucoup de minutes l'année prochaine, quoi. Moi, je pense Que- que c'est un joueur qui, si cette saison n'arrive pas à rester LC, en bonne santé, il va Ouais. disparaître en fait. Ce sera naturellement. fini. parce qu'il est draft en quelle année, Kobe Il y a, Buffkin? il y a Attends, 2 ans, pardon. il est drafté Ouais, quand en même, même déjà, temps hein. que Mogay. Top Ça fait 20, non 2 ans qu'il est là. Je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, 15. 15e. Ouais, de Michigan. Mal, putain. Qui était un sophomore à 19 ans, donc il commençait on commençait à se poser des questions, tu vois. Mais effectivement, j'ai toujours ce problème de la line-up. Est-ce que c'est plus un 4? Est-ce que c'est plus un 5? Est-ce que peut-être que tu peux expérimenter aussi en poste 5? Mais c'est vrai qu'un mec 6'9 poste 5, ça me paraît un peu faible. Et en même temps, c'est le rôle qu'il a au NCAA. Et ce que je trouve intéressant avec Newell, c'est qu'il n'a pas le jeu le plus flashy, mais en fait, ça a toujours été un joueur plutôt impactant dans toutes les équipes qu'il a joué. Je pense à Team USA FIBA, où Team USA, pareil, il n'avait pas beaucoup de ballons. Je pense à Montverde, je pense à Georgia. Cette saison, c'est comme le meilleur marqueur de Georgia, dans une équipe, effectivement, qu'on a dit qui était plutôt bonne, et qui est pas en March Madness, mais qui était pas loin, qui s'est bien battu dans la SEC, qui est la conférence peut-être la plus physique de l'NCAA. Donc, c'est toujours un joueur qui a réussi à avoir un impact. Après, j'ai toujours cette question, effectivement, est-ce que tu veux le réduire à un joueur de shoot? Parce que pour moi, en fait, il a tellement de qualité, et je pense qu'on peut revenir un peu du coup sur le profil offensif de aujourd'hui. Tyson Newell, c'est quoi? Aujourd'hui, c'est un. Vous me dites, hein, si je me trompe, c'est un joueur en transition qui est terrifiant. Parce qu'en fait, c'est un joueur qui n'est pas forcément un trailer, parce qu'en fait, il est beaucoup plus rapide que tous les autres intérieurs. Et j'avais fait un tweet. Déjà, on peut voir, hein, il a pris 29 tirs en transition cette saison, il en a mis 22, il en manque 7, donc il a 75% au tir. Énormissime. Quand tu regardes les paniers au cercle, il en loupe un seul toute la saison, et c'est une sorte de Tomar qu'il veut faire sur 4 joueurs. C'est le seul panier qu'il loupe en transition au cercle. Donc en tant que trailer, enfin, il a vraiment une capacité d'être hyper important, et on disait tout à l'heure que les Hawks sont la 3e pace. Ça va être un chiffre important. Et c'est un joueur qui, en fait, fait du cut depuis qu'il est à Montverde, parce que je pense qu'il a une super vision du terrain. On parlait de proprioception, je ne sais plus dans quel podcast. C'est exactement ça. Il arrive beaucoup à voir où est-ce que sont les autres sur le terrain, et du coup, où est-ce que lui peut se mettre pour apporter quelque chose. Donc c'est pour ça que moi, j'ai pas forcément de mal à le voir poste 4, parce que je pense que c'est un joueur qui, malgré son manque de shoot, peut apporter beaucoup de solutions. Et c'est aussi un joueur qui, pareil, depuis son profil high school, en fait, est un mangeur de rebonds. C'est un aimant en rebond offensif.
impressionnant. Je trouve que sa qualité de tourner son corps, de toujours être au bon endroit au bon moment, c'est extrêmement sous-coté et ça démarque vachement de sa vision du jeu, son sens pour le jeu, on va dire, parce qu'on va traduire le feel pour le game en français. Son sens du jeu à bien se déplacer et à se trouver souvent au bon endroit. Donc c'est pour ça que j'ai pas envie que ce soit non plus un joueur qui l'année prochaine, tu vois, on garde les play taps sur synergie et on a plus de 20% en spot-up. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, je suis d'accord. J'ai pas. Enfin, moi, je pense que quand tu draftes Azanewell, bon, défensivement, tu sais ce que tu prends. Et offensivement, tu sais aussi sur quel aspect il va t'apporter. À mon avis, tu le draftes pas pour après t'en faire pour essayer de le développer et qu'en fait le laisser en spot-up shooter et puis voir ce que ça donne. Surtout quand t'as ramené Kristaps Porzingis. Là, en fait, avec Azanewell, tu prends un mec qui va sortir du banc, qui va t'apporter de l'énergie offensivement et défensivement. Offensivement, comme on l'a dit, il va jouer en transition, ça tombe bien parce qu'il tombe dans une équipe qui est top 3 en termes de pace. Donc, tu as un mec qui va jouer en transition. Tu as un mec qui va faire des cuts backdoor dans tous les sens en attaque. Et avec un Porzingis qui espace un peu plus ton attaque, bah, lui va avoir les espaces dans la raquette. Donc, tu as un mec en transition, un mec qui va te faire des cuts backdoor et un mec qui va pouvoir t'apporter sur des pick and roll et finir au cercle. Donc, je pense qu'offensivement, j'aurais du mal à le voir en fait. Enfin, ça me ferait chier de le voir en tant que spot-up shooter la moitié du match. Ouais, donc pour moi, là encore, je trouve que des fois, ils posent des écrans un peu bizarres. Et à ce côté, chez les jeunes, ils aiment beaucoup de poser des écrans de côté. Oui. Ça marche en NCAA et ça en NBA, souvent. À Tu moitié vois, le poser, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Ils posent un peu de côté pour vite se tourner et du coup, ils trichent un petit peu. On sait que la NBA est un peu plus difficile là-dessus. On a parlé, mais on parlait des chiffres. On a 3 rebonds offensifs par match, ce qui est assez énorme. C'est vraiment un super chiffre. Ce que je trouve important d'en parler, c'est 29%, parce qu'on parlait du tir. Il n'y en a aucun qui est sur du pull-up, donc c'est tous les shoots à 3 points sont assistés. Et je crois que sur le free throw rate, on est assez haut. Et vraiment, en fait, sur les chiffres près du cercle, c'est un super joueur. Après, reste la question, c'est effectivement, est-ce que c'est un joueur qui va beaucoup jouer pick and roll avec Trae Young, et du coup, il y aura cette menace de lob, parce que c'est un joueur qui monte, comme on a dit, très vite, pas forcément très haut, mais qui a un bon athlète de lob. Ça, je pense que ça fait aucun doute. Du coup, comment tu gères avec Okongwu? Est-ce que, je sais pas, tu fais un petit peu pick and roll Okongwu, un petit peu Newell pour avoir un peu de variété? Est-ce que Newell, tu le fais vraiment jouer sur le weak side, c'est-à-dire vraiment long ligne pour tout le temps être dans le dunker spot, tout le temps être derrière la défense? Je sais pas encore comment Snyder peut l'utiliser. Je trouve qu'il y a plein de façons. La question, c'est je sais pas encore comment, quoi. Je trouve que pour faire être un peu plus global, je trouve que le fait de l'avoir pris, t'as pris un mec qui est quand même offensivement très compatible avec Trae Young, je trouve. Juste après en équipe, où là c'est un peu plus. Bah voilà, tout ce que tu as dit juste avant. Mais en tout cas, t'as pris un joueur qui, avec Trae Young, bah, ça, a priori, ça cite quand même pas mal hein, sur pas mal d'aspects. Ouais. Bah, Trae Young, c'est un super passeur. On sait que c'est un passeur de lob intéressant. Moi, c'est vraiment plus dans le fit avec Okongwu, mais en même temps, je me dis, si Okongwu est titulaire, au final, il verra pas forcément le même temps qu'Okongwu sur le terrain. Et je voulais rajouter, il y a un truc hyper intéressant, j'avais vu une interview de lui sur CBS Sport, avant la draft, où il disait, en fait, il demandait, c'est quoi, à toi, Azanuel, ta meilleure qualité aujourd'hui, que tu peux apporter en NBA? Il disait, c'est l'énergie, que il se qualifiait vraiment d'un joueur d'essence, pour le coup vraiment de côté du coup carburant, et que pour lui en tout cas c'était le rôle qu'il se voyait avoir en NBA parce qu'il a regardé le Thunder, il disait en fait le Thunder, ce qui est impressionnant c'est que il y a ce côté camaraderie, ce côté où en fait on est tous des frères et on voit des joueurs comme Isaiah Joe, des Aaron Wiggins qui en fait donnent tout sur le terrain et qui sont hyper importants. En tout cas il se voyait comme un joueur qui pouvait apporter énormément d'impact, notamment par le rebond offensif effectivement et tous ses cuts et tout ce dynamisme. Et du coup, bah, je trouve que ça m'a plu parce que c'est rare en fait un joueur qui parle pas de son shoot ou en fait qui parle pas de qualité intrinsèque mais plus de qualité en fait mentale. Et je pense que c'est ce qui plaît aux Hawks parce qu'en fait tu cherches pas forcément un joueur. Défensivement, tu commences à avoir un truc solide. On a dit, tu rajoutes en plus Nickel Alexander-Walker qui est, je pense, un des défenseurs les plus aux côtés de la ligue. Tu rajoutes Luke Kennard pour avoir encore plus de shoots. En fait, un joueur comme ça qui ramène d'énergie et qui disait même une énergie contagieuse qu'il a toujours eu en tout cas. C'est super intéressant en tout cas.
je pense là-dessus. Est-ce que vous avez des petits... parce que là, on parle beaucoup de qualité. Est-ce que vous avez des petits red flags sur lui, du coup, en attaque ou en défense? Moi, Bah, Vas-y. j'avoue qu'il y a un red flag qui me pose question et il est défensif, c'est sa capacité à être un contreur en aide. Être là et intervenir, il est mobile, mais être une vraie force de dissuasion au cercle en tant qu'helper, j'ai des doutes en fait, j'ai des doutes sur sa capacité à vraiment être ce mec qui vient, enfin il peut le faire, hein, mais de réellement sa production, du mec qui zone weak side pour venir remplir la raquette et accueillir un arrière, un ailier, d'être assez rapide, arriver assez haut, enfin voilà, sur ce genre d'intervention défensive. J'avoue que alors, on a aussi parlé du shoot, évidemment, le 3 points serait incroyable à débloquer. Mais côté défensif, peut-être que c'est un truc où on s'attend moins. J'ai un petit doute sur son côté helper. Ok. Ouais, bah, j'allais dire pareil, dans l'idée protection de cercle générale, que ce soit en premier ou en second rideau, c'est pas le mec qui va t'améliorer vraiment ta protection de cercle. Et aussi, en termes de défense, sur le. Bon, il est un peu petit, enfin, il va être un peu petit pour certains intérieurs. Et pareil, il compense pas avec de la force. La force sur le haut du corps, je crois qu'on en avait parlé un peu tout à l'heure. C'est pareil, c'est quelque chose qui est un peu. Qui est un défaut chez lui. Donc autant il va pouvoir être un très bon apport défensif sur les 2-3 mouvements, les 2-3 lectures, les, les défenses sur pick and roll où il va pouvoir venir aider. Et par contre, dès qu'il va avoir un intérieur plus costaud, qui va vouloir le jouer ou le driver et tout, c'est là où je pense qu'on va voir ses limites. Ouais. Moi, il y a un truc qui est assez marrant avec lui, en fait, c'est que je compare un peu à Bouzelis, parce que je retrouve des similitudes en défense, c'est que c'est un joueur qui est presque plus à l'aise pour défendre à l'extérieur qu'à défendre à l'intérieur. Et quand on regarde un peu ses stats, il est à 75e centile sur spot-up. Rollman, 60%, c'est 60e centile, pardon, c'est pas dégueulasse. Et ensuite, pick and roll ball handler, il est à 97%. Donc il est souvent plus à l'aise en fait quand il défend au large et quand il utilise sa longueur, je pense, et son côté recover qui peut en fait être latéralement très intéressant. Par contre, dès qu'il faut s'approcher un petit peu plus du cercle, je pense, et être vraiment dur au mal et imposer son physique et effectivement avoir ce côté protection de cercle, il a un peu plus de mal. Et c'est un truc qu'on retrouvait chez Bouzelis et c'est pour ça que moi je croyais pas trop en Bouzelis parce qu'en fait c'est presque un mec qui est plus un ailier en fait qu'à l'intérieur. Donc là, je pense que je rejoins tous les deux. Moi, ce que je pourrais rajouter en attaque, c'est que je trouve que le passing ne s'est pas amélioré depuis Montverde. Je trouve que là-dessus, c'est pas forcément un mauvais passeur. C'est juste un mec, je pense, qui ne voit pas encore les choses. Il y a encore des séquences sur short roll où il pourrait faire des passes et se rendre intéressant. Parce qu'en plus, il a un bon toucher. Je trouve qu'il a un bon floating game qui peut être intéressant et qui va pouvoir débloquer un petit peu de spacing parce que sinon, en fait, les joueurs vont trop attendre. Mais j'ai pas une passe qui m'a sauté aux yeux, j'ai pas un truc comme ça. Et pareil sur l'handle, je me souviens de super séquences en FIBA. Désolé encore Axel, mais il y a le poster sur Alexandre Sarr où tu vois il est au large, il fait une sorte de triple menace et en fait il prend un extérieur de vitesse avec un super bon dribble. Il y a plusieurs séquences comme ça. En fait, Honeywell s'écartait beaucoup en FIBA et jouait beaucoup plus en spot-up et en fait avait beaucoup de facilité au handle et je trouve que depuis le handle ne s'est pas amélioré et j'ai pas envie de trop donner le ballon à un joueur comme ça, quoi. Donc vraiment j'ai envie en fait dans ce cas-là qu'il reste dans un rôle de dunker spot, cut, long ligne et le shoot on va essayer de travailler et on va voir ce que ça donne. Effectivement il peut avoir un peu de pick and pop, ça peut être un shooter en fin de chaîne. Je sais pas si vous avez d'autres red flags ou si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je sais pas, pour ceux qui... Damien, je sais qu'en plus toi tu as pas mal vu en high school, moi je me suis pas fait de rewatch en high school, je me suis fait un peu de FIBA, je t'avoue. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé, mais c'était à peu près... De toute façon, il a toujours eu à peu près le même style de jeu, que ça soit offensif ou défensif, toujours cette énergie, toujours... Mais quand même des lacunes, comme tu as parlé sur la vision de jeu, le shoot extérieur et tout ça. Ça a toujours été à peu près le même joueur parce qu'il a toujours été dans le même. Il a toujours été mis à côté de joueurs bien plus forts que lui, mais il apportait quand même son énergie, son apport défensif et tout ça.
Ouais, c'est un joueur impact. Donc en fait, quand on parle effectivement de joueur de banc, je pense que c'est pas débile. Et je pense que si les Hawks l'avaient en 13, c'est qu'ils y voyaient quand même un joueur plutôt intéressant. Pour le coup, moi, j'ai vraiment confiance à Snyder. C'est plus effectivement sur comment tu le contournes à un rôle et vraiment l'adaptation. En plus, je pense que c'est un joueur pour le coup qui en Summer League peut décevoir parce que les gens vont s'attendre à ce que peut-être que les Hawks, s'ils avaient en 13, c'est qu'ils attendent un autre épique qui va produire énormément et tout. Bon après, c'est un mec qui reste quand même à 15 points de moyenne, mais il a pas un jeu flashy. On s'attend pas à ce que ce soit un joueur qui prenne des step back, qui fasse beaucoup de choses. C'est vraiment un joueur d'équipe, vraiment un energizer. Donc c'est le genre de joueur où en fait la Summer League il peut passer à côté, mais ça va rien faire. On se rappelle que Trae Young, la Summer League de Trae Young, je crois qu'elle est assez calamiteuse et tout le monde se posait des questions. Euh, donc voilà. Au sens si on revient un petit peu sur ce qu'on a dit, on regarde sur Synergie effectivement. Là où le plus efficace, c'est transition, cut, rebond offensif. Spot-up, c'est 60% en vrai, 60e centile sur cut. Sur spot-up, pardon. Donc c'est pas affreux, c'est 35% au tir sur les spot-up. Ça reste quand même assez faible. Et si on regarde aux 3 points, c'est 33% en spot-up sur 3 points, 54 tentatives, 18 tirs mis pardon, et 36 de ratés. Donc voilà. Est-ce que vous auriez une note à mettre du coup sur cette draft des Hawks parce que c'est le seul pick des Hawks? Ils ont été frios de pick. Hum, Après, est-ce qu'on prend en compte Est-ce qu'on prend en compte le le trade reste, et tout? Moi, pour moi, dans ce cas-là, on prend en compte tout l'été parce que du coup, ça reste quand même ce pick-là et dans la continuité de Porzingis. Du coup, je mettrais quand même la free agency avec. Ah bah à plus alors. Non. Ouais, moi pas j'étais plus. sur un Ouais, moi, c'est A. ce que j'ai mis à draft. Je pense En que fait, c'est A, voire A+. ouais, que tu ramènes Hassanewell, ok. Mais en fait, que tu l'aies ramené après avoir récupéré Porzingis, là, j'aime vraiment bien le fit. Et encore plus quand tu as réussi à descendre de 10 picks et récupérer un très haut choix de draft. Merci encore une fois les Pels de cette masterclass. En fait, tout ça, ouais, ça fait un A+, clairement pour les Hawks, même s'ils ont qu'un seul pick. Ouais, vous n'êtes pas comme Brooklyn, vous avez pick Oh là là. qu'une fois. T'as dit A du coup, Axel, pardon, j'ai pas entendu. Moi, je mettrais plus B+, parce que Porzingis, c'est bien cette année, mais... Mais après, c'est un contrat expirant qu'on a eu contre ouais, je un sais. choix 22, Terrence Mann et Ah ouais, après, c'est un et bon Jordan. trade en soi. Ouais, mais après, B+, c'est une bonne note, hein. Faut pas non plus... je mets pas C, hein. C'est Ouais, bien, mais hein. pourquoi il est dans les négatifs, KP? Parce que autant j'aime pas l'humain, et le joueur peut être décevant parce qu'il a tendance à se péter, mais sur le papier, on l'obtient contre un peu que dalle, et du coup, Ah je oui, suis très après, c'est heureux. une upgrade. C'est une upgrade par rapport à... Enfin, je veux dire, Capella il est dans les rumeurs de trade depuis 3 ans, enfin, Plus depuis 2 longtemps, il était en ans. fin de vie, Capella. Capella cliniquement décédé, hein. Enfin, mais merci les Rockets de Après prendre Porzingis, c'est pas non plus le joueur le plus healthy quoi. Cliniquement, il passe pas mal de temps à Ouais. l'infirmerie Alors aussi. ouais, Hein. mais il y a une petite différence, c'est que Capella ces dernières années, si j'ai cliniquement décédé, c'est parce que athlétiquement il a perdu pas mal en explosivité, en verticalité, en un peu tout en fait. Et le problème c'est que c'est un joueur qui se base à 99% sur son physique. Et du coup, cette dernière année, des fois c'était painful to watch. Là où Kristaps Porzingis, bon bah il se pète, mais il s'est toujours pété. Mais son jeu, c'est pas juste je pose un écran, je le roule vers le cercle et Zarma, je joue des coudes et peut-être que j'aurai deux lancers pour assassiner la planche une fois et mettre un panier. Tu vois, enfin, et mettre un point. Capella, si nous écoute, Alors, ah ouais. Putain, merde. mes Non, hommages. non, c'est. En fait, c'est. Petit aparté, parce que j'ai fait un tweet dessus là aujourd'hui. C'est une page des Hawks qui se tourne. Une page qui a été jolie, puis un peu moins, souvent frustrante, parce que c'est un joueur avec des limitations techniques assez importantes. Mais typiquement, lui, ce qu'on aimait, c'était son énergie. Putain, je vais retourner à la draft, et ça, c'est beau, d'Hassan Newell. Ce qu'on aimait, c'était son énergie. Et on récupère un KP qui, pour le coup, c'est pas l'énergie de sa principale qualité, mais on la retrouve un peu énormément, même chez Hassan Newell, quoi. Ouais. En fait, moi, c'est pour ça que j'aime bien le choix au global. C'est que tu ramènes Porzingis pour pas grand-chose, et en même temps, tu ramènes un joueur qui est vraiment compatible. Enfin, les deux sont vraiment compatibles entre eux. Donc là-dessus, que tu aies ramené que Hassan Newell ou que Porzingis, bon,
C'est des bons joueurs qui t'apportent. Mais d'avoir ramené les deux, je trouve que moi, en tout cas, ça me paraît cohérent. Ouais, Butter Angeli. Surtout que tu me dis, en fait, c'est un joueur que tu voulais en 13. Et du coup, ça me conforte dans l'idée que Atlanta se dit, bah, en fait, ils ont appelé tous les autres franchises, ils ont vu, bah, non, Newell, on veut pas trop. Nous, on est plus, je sais pas, Derek Queen ou des joueurs comme ça, par exemple. Au hasard. Et du coup, tu te Vraiment au dis, hasard. Hein. bah, tu récupères un joueur que tu voulais en loterie. Parce que pick 13, ça reste quand même de la loterie. Que tu récupères en 23, c'est quand même que je fais confiance au front office. Ouais. Je suis pas certain qu'on le voulait réellement en pick 13. Je pense qu'on était dans une optique de trade down. Et pour le récupérer peut-être vers les places 16, 17, 18 dans ces eaux-là pour récupérer un petit asset parce que j'avais du mal à le voir partir aussi haut et, avec d'autres profils. En revanche, je pense qu'on a surtout été convaincus par le trade un peu fou qu'a fait Joe Dumars, qui a proposé Joe Dumars. On l'a accepté et happens qu'on l'a quand même eu en 23, tu vois. Mais on lui a fait une promesse de le sélectionner s'il était encore dispo. Pour moi, on voulait descendre et le pic fait que et le destin fait qu'il tombe en 23. Mais typiquement, c'est un mec qui aurait pu tomber en 17, 18, je pense. Après, j'ai plus la draft en tête. En 13, j'avoue, j'avais un petit peu le seum parce qu'il y a Kasparas qui passe et Je Carter peux Bryant. regarder ça si tu veux. Bah, il y avait encore Mais Kasparas Nico- et Carter Bryant. Kasparas, il partait en 20, ouais. Et Ouais, il part en 20 et Bryant Carter part juste en après. Attends, T'aurais préféré du coup parce qu'on en parlait de Ah, draft ouais. cap. Tu préférais du coup un ball handler en intérieur? Bah, en fait, je préférais sécuriser le backup de trait. Tu vois, là où des intérieurs, ça se trouve, le backup de trait, on l'a jamais trouvé. Si, on a eu Lou Williams à un moment, on était en mode, Rondo. Non, pas Rondo. Non, mais Lou Williams, c'était des belles années, donc ça allait. Enfin, citez-moi le dernier mec qui a tenu la gonde derrière trait, où on était en mode, ah ouais, pas mal. Bah là, on avait Kasparas potentiellement. Dylan Wright, pardon. Dylan White, oui, mais en fait, ce qu'on a aimé chez lui, c'était pas son côté ball handler. Oui. C'est que c'était un chien de la casse. C'est un mec, il t'emmène les 4 autres joueurs de la seconde unité à la guerre avec lui, ils donnent tous leur corps à la science avec envie et plaisir. C'était autre chose. Et en plus, je pense qu'on a eu la meilleure version de Dylan Wright de sa carrière. Le mec était dingue. Mais non, j'aurais bien sécurisé ça, ou alors sinon, moi, c'était Carter Bryant, dans un profil un peu différent. Mais j'aimais beaucoup. Fan du joueur. Et à la limite, en 23, on a eu Newell, mais il y avait un mec auquel je réfléchissais encore, c'est Nick Clifford. Parce que Nick Clifford, aussi gros chouchou de mon côté, je crois qu'Atlanta était pas du tout dessus. Mais Bah après, quand tu vois la free agency, au final, tu Oui. récupères comme Luke Kennard et Nick Alexander-Walker, donc je pense que tu compenses un peu. clairement, ils manque avaient de des guard. infos, ils avaient des infos que j'avais pas, hein, c'est évident. Je pense, ouais. Parce que je regarde, est-ce que tu auras pu récupérer ton backup meneur après Il y avait Ben Saraf, super. Ouais, t'as pas forcément envie. Oh. J'ai Strachan, mais tu te trouves encore avec un meneur petit en fait. C'est compliqué de trouver ton Non. backup là-dedans. Jesse en fait. Richardson, mauvais profil. Mauvais Non. profil pour nous. Ouais, c'est pas profil pour le Magic pour le coup. Ça, il y a qu'une équipe où je le voyais, je pense que c'est le Magic. Voilà, je sais pas si vous avez rajouté des choses sur Asa Newell. Est-ce qu'on peut essayer de parler de son minutage? Vous voyez plus sur de 10-15 minutes, 15-20 minutes la prochaine saison? Je pense 10-15 parce que malheureusement pour lui, il tombe dans une équipe où il y a déjà 3 intérieurs qui ont un certain statut. En plus de ça, la capacité de Kristaps Porzingis à se balader poste 4-5 sur des minutes. Je dis pas que ça va être, il va être tout le temps 5, mais ses capacités à se balader va faire que typiquement, on va pas avoir 48 minutes partagées entre Jalen Johnson et KP. En fait, KP, il va prendre une trentaine de minutes aussi, quoi. Il va bouffer des deux côtés et Samuel prendra les miettes, sûrement des bonnes miettes, sûrement aussi avec des alliages qui vont être intéressants pour lui. Mais c'est pas un joueur où on attend. Voilà. Minutage et production, c'est pas ce qui est attendu. C'est un joueur qui va surtout se noter dans l'impact. Et Ouais. c'est mon petit guess, ça c'est le minutage en début de saison. Enfin,
le minutage, peut-être pas en début de saison, mais sur la saison entière, si tout se passe bien, on a Kristaps Porzingis, Jalen Johnson et Onyeka Okongwu devant lui, ça ne va pas bien se passer. Il y a un moment, il va y avoir un grand trou qui va se faire dans la raquette et des minutes à prendre. Et du coup, peut-être qu'il finit la saison sur 10 têtes, 20 minutes par match. Parce que, en fait, il y aura un mec qui sera pété, quoi. Et que c'est évident. Et que c'est 3 mecs qui sont pas capables de rester sur 2 jambes. Donc voilà. Ouais, Est-ce que je pense que ça va être ça. Ça va être, pardon, 10-15 minutes si devant tout le monde va bien. Et qui, pendant ces 10-15 minutes, va t'apporter une énergie et une production qui va pas forcément se voir dans les chiffres, mais une énergie que tu auras besoin en sortie banc. est-ce que vous voyez une line-up genre Jalen Johnson, Newell, Ouais. sur genre 2-3 séquences en mode vraiment avec je sais pas du Dyson, du Zach, tu joues presque un peu trop grand sur les postes arrière et tu joues petit sur les postes intérieurs, mais vraiment pour avoir une équipe qui défend très fort et qui court énormément. Moi, je vois clairement, et puis j'aime beaucoup l'alliage des deux en attaque. Ça En peut être transition, ça dynamique court, et hein. très très chiant. En transition, c'est très très chiant. Défensivement, il y a un truc que j'aime bien. Alors, non, ça c'est une petite question que j'ai parce que je sais qu'offensivement, il est bon au rebond à Samuel. Défensivement, j'ai vu ses stats, c'était un petit peu moins. Est-ce que c'est vraiment rédhibitoire? C'est une question parce que j'ai que le point de vue stat, j'ai pas le high check. C'est une question de quoi? De positionnement, de volonté d'aller à l'intervention, de timing, de concentration, pourquoi est-ce qu'il n'est pas efficace de ce côté-là? Parce que je termine juste mon aparté avant que vous répondiez à cette question. Jalen Johnson a cette influence sur le rebond qui nous permet de l'imaginer à côté d'un mec qui ne sait pas trop prendre de rebond en défense. Donc Asa Newell et Jalen Johnson, même sur ce point-là, ne me gênent pas tant que ça. Quelqu'un veut répondre ou je réponds ou je sais pas comme vous voulez. Ouais, vas-y. Moi je trouve que c'est marrant parce que c'est un joueur qui du coup se passe très bien offensivement, mais défensivement il a quand même des problèmes de box-out et il a du mal un peu à se placer. C'est peut-être aussi son rôle parce qu'il a joué effectivement poste 5 et je pense qu'il a pas souvent été amené à jouer des fois poste 5 chez les en high school et je pense que c'est quelque chose du coup qu'il a pas forcément ce genre de fondamentaux où défendre au pick and roll et ensuite aller au rebond, surtout que c'est un joueur qui est énormément bon en transition. Et du coup, je pense que c'est peut-être aussi une volonté du coach de se dire, tu vas peut-être moins jouer les rebonds, par contre, nous, on veut dès qu'il y a un rebond, tu cours. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre parce qu'offensivement, c'est un joueur qui se passe plutôt bien. Il a un super bon feeling pour prendre le rebond. Et défensivement, on le retrouve un peu moins. Et je pense que dans la bataille du rebond, c'est-à-dire plus la bataille des épaules, et vraiment prendre de la place, il a du mal parce qu'il n'a pas encore le physique pour. Là, offensivement, il sait plutôt bien se passer, il sait plutôt passer entre les personnes. C'est pour toujours se retrouver à peu près au bon endroit ou à peu près dans les lignes de rebond. Surtout sur les rebonds, je dirais mi-longs. C'est les rebonds un peu qui vont sur le côté, tout ça. Il se retrouve toujours au bon endroit à prendre le rebond. Parce que c'est pas une question de moteur non plus. Je trouve qu'il a tellement un moteur énorme, on salve en attaque, que c'est pas une question de moteur. Je pense que c'est plus peut-être une question de rôle et d'adaptation sur son poste qui a été problématique. Ok. Donc là, potentiellement, s'il se stabilise un peu poste 4, ou alors poste 5 avec un Kristaps Porzingis, qui lui, pour le coup, va être plus proche du cercle que lui, donc potentiellement plus responsabilisé au rebond dans l'idée. C'est possiblement, ce problème au rebond va pas être si impactant que ça, si je comprends bien. Ouais. Défensif, en tout cas. Effectivement, c'est toujours ça reste la même question. Est-ce que tu le fais jouer uniquement poste 5? Est-ce qu'il y a un peu de 4? Est-ce que tu tentes des line-up un peu fun, effectivement, Jalen Johnson, Newell, avec des ailes où en fait où tu empêches toute passe et tu joues en fait toi tout terrain et tu essayes de faire une défense hyper agressive. Pour moi, ça marche. La line-up avec Porzingis, ça marche un petit peu. Ça manque peut-être un peu on va dire, de viande à l'intérieur et peut-être de physique. Tu peux te faire un petit peu, tu peux passer peut-être des minutes un peu compliquées sur demi-terrain surtout. Ouais, je dirais. si tu joues un gros intérieur, c'est pas un truc à tester. Mais, Ouais, c'est ça. mais sur des mecs, voilà, sur des mecs un peu plus standards au niveau, même physiquement, ça peut clairement jouer, quoi. En fait, ce que moi j'ai des possessions en tête, c'est genre contre Murray Balls. Adoniwell était très bon, mais surtout au large en fait. Et j'imagine, tu vois, je me dis, t'as un Jokic là contre Porzingis,
Newell, Jokic, il va quand même bien manger. Par contre, à partir du moment où Jokic s'écarte un petit peu, il va avoir beaucoup de mal parce que Newell, en fait, va le suivre tout le temps et il va pas forcément construire beaucoup de terrain. Par contre, je pense qu'une fois que Jokic a ses pieds posés dans la raquette, je vois ni Porzingis ni Newell essayer de le gêner un minimum, quoi. Mais c'est un joueur aussi, je pense, on l'a peut-être pas assez dit, qui vend plutôt bien. Et je pense qu'il va surprendre surtout les ailiers. Si jamais, effectivement, tu as un renversement de jeu et qu'il se retrouve sur un ailier, voire sur un poste 2, qui va surprendre par sa mobilité et par sa long bras, parce que quand même, il a des mensurations. En fait, il a un corps assez un peu bizarre quand même. Et je pense que ça joue en se faire parce que, effectivement, un style pour un joueur qui jouait, on rappelle, pas mal poste 5, c'est assez énorme. Et ça montre, je pense, de très bonnes mains et d'un bon feeling moi je trouve, sur les lignes de passe. Sur tout ce qui est pick and roll, il y a moyen qu'effectivement, sur des défenses très agressives, où en fait, moi je vois très bien le Dyson Daniels point of attack, tu fais une sorte de edge ou un trap, et tu as Azanuel qui sort très très haut. Forcément, tu vas peut-être avoir 2-3 styles, et puis après en transition, on parle d'un mec qui est énormément bien en transition, donc il y a une vraie utilisation en tout cas intéressante de ce Kawhi Leonard, et c'est pour ça je pense que moi je me mettrais un A+, dans l'idée que c'est un pic plutôt intelligent et que tu récupères beaucoup pour un poste où je pense où tu avais un réel manque. Voilà, je sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses, si on a été assez complet, si on a oublié des choses, n'hésitez pas. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, Je vais dire, assez est-ce qu'on d'accord. prévoit sa ligne de stats, mais c'est trop. Avec ce genre de joueur, je trouve que c'est impossible. Ouais. Parce que je pense que ça va vraiment pas être élevé, mais c'est pas ça qui va être le plus important. Un C'est 6-4-1-0-5-0-5, tu vois. Ouais, 6, 4, ça va 1, être- ouais, c'est ça me plaît, ouais, c'est ça. 6-7 points, 5 rebonds, un petit match où mes 15-20 points, les gens vont se dire, ah ouais, il y a un vrai truc. C'est plus sur le volume à 3 points. Je pense qu'il peut rester dans 3, mais j'ai pas envie qu'il soit uniquement un joueur de spot-up. Non. S'il peut avoir la même utilisation qu'un Georgia, c'est très bien en fait. Typiquement, on a parlé du 3 points parce que pour moi, ça reste un côté très upside de son profil. S'il débloque ça, en fait, tout va être mieux. En revanche, il peut exister sans. Et il peut même exister en NBA sur une longue carrière sans être un mec qui va prendre un gros. Mais il faut qu'il soit capable d'en mettre un de temps en temps, quoi. Parce que si ça devient un non-shooter total qui n'est pas respecté, sa capacité à notamment aider ses arrières au large en posant des écrans et en ayant une mini-gravité sur son shoot, ça va être compliqué, quoi. Ouais, là tu vois dans les play taps, tu vois, c'est 20% de cuts, 18% de rebonds offensifs, 16% de spot-up, 15% de rollman. Si on peut garder ce genre de 40% déjà, où c'est beaucoup de knucker spot, beaucoup de mouvements, dans une attaque des Hawks quand même assez dynamique, on n'a peut-être pas beaucoup parlé, mais en fait, tu as des ailes Rizaché d'Alison Daniels où ça va beaucoup bouger, tu as des mecs qui peuvent passer la balle plus Trae Young. Je trouve que c'est un joueur qui est dans ce mouvement, dans cette attaque, dans cette offense, qui a trouvé son rôle. Et pas plus de 20%, c'est ça, de spot-up en gros. En tout cas ce que j'aimerais qu'on attende, quoi. Pas me dire qu'il y a un quart de possession en fait où c'est du spot-up. Non, par contre, si on reste entre les 15 et 20 et qu'on a toujours un volume de 2-3 par match, même si c'est du 35%, c'est déjà très bien. Parce qu'ensuite, tu as presque un 80% lancé qui est quand même assez positif. Écoutez, si on n'a plus rien à dire, on peut fermer le couvercle, comme on dit. On peut s'arrêter là. Juste, on est d'accord que l'an prochain, quand on sélectionne en choix 2, tu m'invites quand même. Ouais. Okay. On ne sait pas encore qui c'est parce que je pense que pour la prochaine draft, il y a moyen que les prochaines mocks, les prochains boards soient très marrants parce que j'ai l'impression que personne n'est d'accord. Sur le top 3, c'est rare en tout cas. Je sais pas si vous avez le même sentiment les autres là. On a un top 3 où personne n'est vraiment d'accord et ça bouge beaucoup quand même. Il y a les mêmes 3 mais pas dans le même ordre. Ouais, c'est ça. C'est rare d'avoir un top 3 qui se dégage autant. Tu vois, j'allais dire peut-être avec Wemby, tu vois, il y avait Wemby Scoots, mais au final c'est Brandon Miller, on avait plus Wemby Scoot Amen qui revenait beaucoup. C'est rare d'avoir vraiment un top 3 qui se dégage, mais le top 3 est différent parce que Wemby a toujours été très longtemps top 1, tu vois. Oui. Donc là j'avoue que c'est un peu plus ouvert. Alors juste pour savoir qui est-ce que je vais sélectionner dans un an, c'est qui pour vous du coup les 3 gars en question? Ouais. Les 3, c'est Dibon Sap, Darren Peterson et Cameron Boozer.
Ouais, bah ok, c'est ceux que j'avais aussi. Ouais, Y a c'est pas ça, de- c'est ceux pas qui de reviennent le plus surprise, longtemps. C'est plus l'ordre, en fonction de C'est qui ça. met Cameron Boozer 1, qui met Peterson en 1, qui met Dibonsa en 1. Mais on a un haut du panier, je pense, très intéressant. Et en ce moment, il y a la Coupe du Monde Ouais. 19 et il y a pas mal de joueurs qui gagnent des points, qui commencent à gratter, je pense, à Mildrand. gratter le top 5 là. Notamment un petit Mikel et un petit Koa. Des joueurs qui Alors seront quoi, très intéressants, je pense, et qu'on en parlera plus tard de toute façon en podcast. Mais effectivement, l'année prochaine, tu peux te retrouver avec un bas court Darren Peterson, Trae Young. Et là, peut-être que je deviens fan des Hawks. Peut-être que je Moi, rentre dans le train. Moi aussi, sûrement. Ah ouais, c'est. Alors, j'ai pas encore scouté, c'est compatible. C'est très Pas compatible. capable. Oui. Oh, oui. Oui. Allez, Je sais pas encore de compas pour Darren Peterson, mais à chaque fois que je regarde le Je joueur, pense, ouais. il y a un wow par match. Tu vois. Je trouve ça choquant en fait de plus tu scoutes, plus tu vois de trucs intéressants. Et ce genre de joueur, pour moi, il y a vraiment, tu sens qu'il y a un truc, tu vois. C'est un peu difficile, hein, parce que c'est pas dans les stats. Et c'est du sentiment, ouais. Mais- Ouais. Mais chaque match, il rajoute un truc, tu vois. Alors, Dibonsa, j'ai Mhm. peut-être moins ce truc, moi, personnellement, ou même si le profil théorique, bah, effectivement, tu vois un petit Mac. Mais Peterson, là, les matchs qu'il nous a fait là, cet été en EYBL, bah, contre Dibonsa notamment et contre. Les 50 points contre Dibonsa. Ouais, c'est la mixtape, elle est Elle est folle. solide, quoi. C'est SJ. C'est SJ Prime, j'ai l'impression. Bref. En tout cas, on aura l'occasion d'en reparler. Et bah, merci à vous d'être venus. Merci à vous d'être venus dans le Merci draft. à toi. Merci, Dans ce merci. podcast, surtout qu'avec la chaleur qu'il fait. Prenez soin de vous, buvez de l'eau, et on se dit au prochain épisode. au prochain épisode. Merci infiniment de l'invitation.